La raison, c'est que nous vivons aujourd'hui le phénomène d'une révolution des consciences. Moi, j'appelle ça la révolution des consciences. Et la deuxième chose, c'est que la population malienne s'est rajeunie beaucoup. 77% de la population malienne se constitue des jeunes de 18-35 ans. La troisième chose, c'est que nous vivons une période d'insécurité qui vient croiser une période électorale. Ça, c'est la première fois aussi dans l'histoire moderne du Mali. Ça montre quoi? Ça montre qu'aujourd'hui, il faut aller au-delà des partis politiques. Il faut aller au-delà de la politique politicienne. Parce que je l'ai toujours dit, si la politique pouvait régler les problèmes du Mali, si on pouvait régler les problèmes du Mali parce que nous avons pris comme habitude de la vieille classe politique cadavérisante, on ne serait pas dans cette situation. Si le Mali pouvait se régler, si le Mali pouvait se développer par des partis politiques, on ne serait pas dans cette situation. Et je le défie tout le monde, que le Mali ne peut pas se développer par ce système-là. Donc aujourd'hui, on parle de rassemblement. Et si on parle de rassemblement, le rassemblement exige qu'on aille au-delà des partis politiques, qu'on aille au-delà de ce système politicien. Et qu'il faut aujourd'hui, il a fibre patriotique. Il faut aujourd'hui rassembler largement les Maliens pour les tenir un discours. Qu'on peut faire la politique avec la dignité. On peut faire la politique avec l'honneur. On peut faire la politique avec la vérité. Aujourd'hui, le Malien a besoin de savoir qui fait quoi et pourquoi et comment. On ne peut plus continuer à nous vendre les vieilles recettes politiciennes. Le même programme depuis 1991, le même tête, les mêmes pensées, la même école politique que ce grand parti politique qui a été le principe fondamental de la démocratie malienne et qui n'a fait qu'accoucher des partis politiques qui continuent avec les mêmes idéologies, d'évoluer, désenchanter, dépasser, et qu'on demande au peuple à continuer à consommer ce qui n'est pas comestible politiquement parlant. On ne peut plus continuer. Parce que la nouvelle génération aujourd'hui, les 18-35 ans ont compris que leur destin appartient à eux. Qu'on ne peut plus continuer à les vendre de l'utopie. On ne peut plus continuer à les mentir. On ne peut plus continuer à proposer un système qui est dépassé. On ne peut plus continuer à faire du neuf avec du vieux. Il faut aujourd'hui changer cet espace. Mais le changement, quand j'appelle la jeunesse, il ne s'agit pas de l'âge. Il s'agit de la force de proposition. Il s'agit de la conviction. Il s'agit de cette proposition concrète dans la politique. Ce n'est pas seulement le discours, mais qu'est-ce qu'on propose qui peut nous sortir de cette impasse? Sur le plan éducatif, sur le plan économique, sur le plan agricole, sur le plan industriel, la santé, la sécurité, les infrastructures, l'énergie, aujourd'hui, il faut proposer des vraies solutions aux vrais Maliens. Et c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Et ça, ce n'est pas l'âge. Ça, c'est la jeunesse. Et la jeunesse malienne ne se cantonne pas seulement dans l'âge, mais elle se cantonne dans l'esprit neuf. Et c'est ça qu'il faut voir aujourd'hui. Ce que moi je propose, sur le plan de l'éducation, on ne peut pas aujourd'hui continuer avec ces systèmes. Ça ne marche pas. L'université malienne ne fait que fabriquer des chômeurs. C'est une vérité dont les hommes politiques ont peur de dire. Il ne faut pas tenir un discours d'électorat. Il faut tenir un discours d'homme d'État. L'école malienne, elle est malade. Mais l'université malienne n'existe même pas en tant qu'université. Parce qu'elle n'est pas dotée de vrais critères universitaires. Il n'y a pas de centre de recherche digne de ce nom. Pas de laboratoire équipé. La formation des formateurs n'existe pas. Il n'y a pas un plan de carrière pour l'ancien malien. L'éducation, le cadre pédagogique n'est pas en adéquation avec les besoins du marché. C'est une vérité qu'il faut dire. Qu'on arrête de former des chômeurs, qu'on arrête de sortir des milliers, 1800 étudiants maliens sortent en socio-anthropologie, 2400 en géographie, plus de 2800 en sciences de l'éducation. En sciences juridiques, nous sommes à peu près à 2300. Alors que l'État malien
On sait très bien que 17 000 diplômés par an, il n'y a que 3% d'emplois créés et 5% d'employabilité. Il faut arrêter ce système-là, ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas continuer à former des gens qui vont chômer. On ne peut pas continuer à envoyer des enfants dans une école qui ne donne pas d'espoir, qui ne donne pas d'avenir, mes chers amis. Ça ne peut pas continuer comme ça. Aujourd'hui, la priorité politique, la priorité idéologique, la priorité intellectuelle et morale réside dans le fait que l'école malienne doit former des gens qui vont produire. Et ça, les jeunes maliens doivent trouver de l'emploi, il faut créer le marché. Et le gouvernement n'est pas un employeur. Il faut qu'on cesse de faire croire ces mensonges aux gens qu'il faut être fonctionnaire pour travailler. C'est du pipeau, c'est du mensonge. C'est pas vrai. L'État malien aujourd'hui n'a pas besoin de recruter des fonctionnaires. L'État malien doit arrêter d'embaucher des fonctionnaires. Il faut aller vers les privés. Il faut impulser les privés. Il faut encourager les jeunes à créer des startups. Il faut encourager les jeunes à créer des Silicon Valley au Mali. Donner l'innovation intellectuelle, l'innovation de la créativité aux jeunes maliens. Que ceux qui veulent travailler, ceux qui veulent innover, ceux qui veulent inventer, ceux qui veulent aller vers l'entrepreneuriat, vers le privé, seront accompagnés par l'État malien. Je ne parle pas de l'API. Il ne s'agit pas seulement de créer l'entreprise, mais il s'agit de la consolider avec une politique fiscale, avec une politique d'aide, avec une politique d'accompagnement, d'information, de formation, de suivi, de développement, de création de marché. L'État malien doit créer le marché. Et c'est comme ça que ça se passe. À ce moment, l'école se rapproche. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui d'inviter l'entrepreneuriat au sein de l'école malienne? Voilà une proposition que je fais, que je n'arrête pas de demander qu'on n'arrive pas à le faire. Demandez aux entrepreneurs, aux opérateurs économiques, qu'est-ce que vous avez besoin? Pourquoi vous n'embauchez pas ces jeunes-là? Pourquoi il y en a qui font la géographie qui se retrouvent dans un bureau de secrétariat? Il y en a qui font des ingénieurs qui se trouvent dans la rue à prendre du thé. Pourquoi vous ne les embauchez pas? Nous, on ne les embauche pas parce qu'on a besoin de tel ou tel profil. On se retourne vers les anciens. Voilà les profils que les entrepreneurs demandent. Voilà l'aide que l'État peut vous apporter. Ceux qui vont embaucher vont bénéficier pendant 5 ans, pendant 10 ans de cette politique, de ces dispositifs. Quitte à ce qu'on laisse tomber les impôts, quitte à ce qu'on laisse tomber des taxes, quitte à ce qu'on laisse tomber des TVA. Pour des entreprises qui vont embaucher 100, 200, 300 jeunes qui ne paieront pas peut-être 25-30%, un certain quota d'impôts, de TVA, de taxes, qu'on va les faciliter l'importation ou l'exportation, que l'État s'implique dans cette politique qui consiste à dynamiser l'économie malienne par la création du marché. C'est comme ça qu'on crée le marché. Et quand les entrepreneurs savent qu'ils vont bénéficier de quelque chose de l'accompagnement de l'État, à condition qu'ils embauchent, ils vont embaucher. Mais quand ils embauchent, il faut les faciliter aussi, le développement de l'embauche. Par le simple fait que la cotisation patronale sera allégée. Quitte à aller à 100% comme les Américains l'ont fait, quitte à aller à 75% comme les Français l'ont fait, quitte à aller à 120% comme les Anglais l'ont fait. C'est-à-dire que lorsque vous embauchez un jeune, l'État paye ces jeunes-là pendant 3 mois, pendant 6 mois. Tu ne payes pas, ma condition, il te donne un CD et tu ne peux pas le licencier sur 10 ans. On peut faire cette politique-là. Il faut que nous fassions aujourd'hui la cartographie économique et industrielle au Mali. Cette cartographie économique et industrielle sera basée sur l'attirance des investisseurs étrangers et même des nationaux aussi. Mais dans cette cartographie, il faut encourager les gens à s'installer dans les zones rurales et non pas à Bamako. Il faut qu'on aille aujourd'hui à ce que moi j'appelle de tous mes voeux la décentralisation osée. Cette expression doit être la pensée unique de tous les dirigeants du Mali. La décentralisation osée. Elle consiste à pousser très loin cette décentralisation dans sa dimension économique et humaine et non pas la paupérisation des régions. Elle consistera à partir de cette cartographie. Lorsque vous vous installez dans une région, peut-être que vous avez une défiscalisation à 25%, un exemple. Lorsque vous vous installez dans un cercle à l'intérieur, vous avez une défiscalisation jusqu'à 75%. Mais lorsque vous allez dans un village, sur notre carte au Mali, on vous défiscalise à 100%. Ça permettra de créer des villages industriels, des villages économiques, renforcer l'intérêt du pays économiquement, pour que les gens restent dans leur milieu naturel, évoluent et puissent être dans l'autosuffisance dans ces milieux, plutôt que de quitter, de vider les zones rurales, que tout le monde vienne à Bamako ou tout le monde vienne dans les grandes villes du Mali.
Ça, c'est faisable. Ça ne coûte rien à l'État malien. Parce que c'est la redistribution des richesses. Lorsque vous laissez à un industriel 100 millions de francs CFA par mois et que vous lui imposez un SMIC industriel, qu'il doit embaucher 70% dans son usine des jeunes maliens, il est obligé de les payer avec un montant que tu as fixé, c'est la redistribution de l'économie. Il faut qu'on accepte cette redistribution. Il faut une innovation politique intellectuelle au Mali. L'agriculture. Aujourd'hui, il ne s'agit pas, le paysan malien est endetté. Il est même surendetté. Aujourd'hui, le paysan malien est plus affamé que le chômeur. Aujourd'hui, le paysan malien est surendetté que le chômeur. Aujourd'hui, être un paysan, c'est un drame dans ces pays. Or, nous parlons de tous les dispositifs. Il ne s'agit pas de donner un tracteur à un paysan. C'est faux. Ce n'est pas une bonne politique. Il s'agit tout simplement de mettre les paysans en forme de GU, en coopérative. Un tracteur peut servir à 10, 15, 20 paysans. Il faut simplement encourager les jeunes à aller dans le secteur agricole, avec un accompagnement, un suivi, en les mettant en groupe, avec une politique de convention communale que je vais développer plus tard. Que lorsqu'un jeune vient dans une commune, il va signer un contrat avec cette commune, mais il va s'engager avec l'aide de l'État à s'installer dans cette commune. Et il aura la terre à sa disposition. Il aura aussi des machines agricoles à sa disposition. Ils sont au nombre de 20, 25, 40, 60, 70 hectares qu'elles vont cultiver. On va les accompagner pour qu'ils puissent rembourser dans le cadre collectif, un remboursement collectif, parce que c'est une dette collective. Ils vont rembourser collectivement avec un pourcentage bien fixé que l'État va doter les banques avec 5% seulement de notre exploitation minière sous forme de garantie bancaire. Et c'est ce que moi j'appelle le crédit agricole de développement qui va accompagner les jeunes maliens, tous les jeunes maliens, dans ces dispositifs, à s'installer dans les zones rurales, à se développer, à avoir l'autosuffisance alimentaire, à pouvoir travailler à lutter contre le chômage et créer des banques alimentaires au Mali. Ça aussi c'est faisable. Il faut une agriculture intensive et écologique. Il ne s'agit pas de donner de l'engrais frelaté aux gens. Il ne s'agit pas de les surendetter. Il ne faut pas faire du commerce sur le dos de ces pauvres paysans. Il faut aujourd'hui les accompagner, les équiper. Lorsque vous faites un fourrage dans un champ de 4 hectares avec un système d'irrigation de goutte à goutte, on peut le rembourser sur 5 ans et que le paysan va cultiver de façon intensive et que le paysan qui est accompagné en termes d'agro-business pourra vendre son céréale. Et on peut réduire le prix du denrée alimentaire considérablement au Mali et le Mali importera moins et le Mali exportera plus, il y aura l'autosuffisance alimentaire. Et les jeunes Maliens vont trouver de l'emploi et on va créer des banques alimentaires pour intervenir auprès des plus démunis. Ça aussi c'est faisable. Prenons le cas des mines. Comment vous pouvez comprendre que dans un pays comme le Mali, nous sommes 3e en exploitation minière, l'or, après l'Afrique du Sud et le Ghana. Dans ce pays, il n'y a aucune école digne de ce nom, il n'y a aucun laboratoire dans le domaine minier. C'est ça de la schizophrénie. Nous ne valorisons pas notre exploitation minière. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de créer cette école plutôt que d'embaucher des étrangers qui viennent, des jeunes béninois, des jeunes congolais, des jeunes ivoiriens, qui viennent prendre la place. Oui, moi je le dis et je défends et j'ose le dire, je suis nationaliste. Je suis nationaliste. Le Mali aux Maliens et le Mali d'abord pour les Maliens d'abord. C'est tout, il faut oser aujourd'hui. Je préfère trouver de l'emploi à un jeune Malien, de le former, plutôt que de le mettre à côté et dire que les compétences sont à l'extérieur. Non. Je respecte le moi, mais d'abord le Mali. Et pour cette politique-là, il faut créer une école ici. Et cette école doit être une école diversifiée, qui va former les jeunes dans l'exploitation, les jeunes dans la valorisation, les jeunes dans le transport, les jeunes dans les études, ce qu'on appelle études et développement, dans les aider. Il faut former les jeunes dans ce domaine minier pour que les jeunes Maliens travaillent à 100% du plus bas échelle au plus haut niveau dans le domaine et imposer un quota d'embauche à tous les exploitants miniers au Mali. Si tu vas avoir une licence, tu emploies 70% de jeunes Maliens comme ouvriers et 50% chefs d'équipe et 30% comme cadre, sinon tu n'as pas la licence, on ne te donne pas. Et si tu signes un contrat minier et que tu t'installes et que tu t'engages à développer l'école, à développer le cadre sanitaire, à faire les routes, à faire l'énergie, si tu as 2 ans, si tu ne le fais pas, ta licence est caduque, d'office caduque.
et que le peuple est informé là-dessus. Qu'est-ce qui nous empêche de faire ça aujourd'hui? Prenons le cas de l'énergie. L'EDM, c'est la seule société au monde. C'est un défi que je vous lance. Vous ne trouverez pas une deuxième société sur la Terre comme l'EDM. La seule société qui dépense plus de 120 millions à l'EDM pour faire la publicité, la contre-publicité de son produit. Il faut débrancher les climatiseurs, il faut débrancher les ventilateurs, ils font des spots publicitaires, des sketchs qu'il ne faut pas consommer. C'est la seule société qui demande aux gens de ne pas consommer son produit. Tout le monde vend son produit. Tout le monde appelle les clients. Mais l'EDM nous sensibilise à ne pas acheter son produit. Pourquoi? Parce que l'EDM, il y a plus de demandes que d'offres. Aujourd'hui, l'EDM est dépassé. C'est une société qui n'est pas actualisée, qui est dépassée par le besoin, qui est dépassée par la technologie, qui est dépassée aujourd'hui par l'évolution du monde. Il ne s'agit pas de fermer l'EDM. Il s'agit simplement d'oser cette réforme énergétique, que moi j'appelle la transition énergétique au Mali. Cette transition énergétique doit être basée sur deux choses. La première chose, c'est que l'EDM s'occupera seulement des industries, des usines et des gros bâtiments de l'État. L'EDM cesse de fournir les familles, les privés. On va privatiser cette partie. Il faut créer la concurrence sur le marché. Que d'autres viennent proposer leurs produits. Que si le produit est moins cher, le produit est de bonne qualité, c'est au consommateur de choisir le mieux offrant et le mieux en qualité. Aujourd'hui, on peut faire ça. Et que pendant ces temps, nous allons mettre en place le crédit de transition énergétique, ce que moi j'appelle le CTE. Ce crédit de transition énergétique consiste à une famille lambda qui a par exemple une facture de l'EDM les 6 derniers mois, on le calcule en moyenne. L'État va garantir auprès des banques que lorsque vous avez le panneau solaire, par exemple, chez vous, moi aujourd'hui je n'ai pas 3 millions ou 500 000 francs pour mettre le panneau solaire chez moi. Mais si je me présente à ma banque, que la banque me donne le crédit, la banque ne me donne pas l'argent, mais il faut créer, il faut former les jeunes. Ça c'est le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Former les jeunes qui ont fait sciences juridiques, géographie, socio-anthropologie, qui ont fait anglais, etc., qui ne travaillent pas, les former ce qu'on appelle le code de la deuxième chance, dans les centres de réinsertion socio-professionnelle, le former en énergie renouvelable, les éoliennes, l'énergie solaire, fossile. Et quand on les forme, ces jeunes-là, on va créer de l'emploi. L'État va leur donner des agréments. Ils vont s'installer dans le domaine de l'installation des panneaux solaires, par exemple, le domaine de l'entretien, le domaine de l'évaluation, la vente. Ils vont créer chaque unité, chaque petite entreprise va créer beaucoup d'emplois. À ce moment-là, comme ils sont agréés par l'État, quand tu les fais appel, ils viennent faire l'évaluation chez toi. Ils te font un devis, tu le présentes à ta banque. La banque calcule la moyenne que tu payes à l'EDM. La banque te dit, mais comme tu le payes sur les 6 mois, en moyenne, tu payes 15 000 francs CFA. Mais maintenant, tu vas nous payer les 15 000 francs CFA et nous, on finance ton panneau solaire. La banque verse l'argent à cette société de jeunes diplômés sans emploi qui viennent de trouver l'emploi, qui ont créé leur entreprise. Et ils viennent faire l'installation. Il y a un organisme d'État qui vient contrôler si les normes ont été respectées, si les panneaux ont été installés, et ils donnent leur cachet, tu te présentes à la banque verse l'argent à ces jeunes qui ont créé l'emploi et qui ont fait l'installation. Tu as ton panneau solaire. Chaque mois, tu dois donner 15 000 francs CFA à l'EDM. Tu donnes 15 000 francs CFA à ta banque. Au bout de 5 ans, au bout de 2 ans, 3 ans, tu auras payé complètement ton panneau solaire. C'est ce que moi j'appelle l'autonomie énergétique. Ton panneau t'appartient. Tu as la garantie d'entretien. Et l'argent, les 15 000 francs CFA que tu payes tout le mois à l'EDM, tu le garderas chez toi. Tu as l'autonomie, il n'y a plus de délestage, il n'y a plus rien d'autre. Tu as ton panneau, tu es autonome. Mais tu économises aussi. Les 15 000 francs, tu vas les dépenser dans les études. Les 15 000 francs, ça va augmenter le panier de la ménagère. Les 15 000 francs, tu vas les dépenser. Il faut garantir le niveau de vie des Maliens. Ça aussi, c'est une politique que je proposerai bientôt au peuple malien pour leur dire que voilà, on peut donner aussi aujourd'hui l'autonomie énergétique à chaque Malien, à chaque famille malienne. On peut même électrifier la forêt malienne avec les systèmes d'éoliennes. Avec seulement 2% de notre ressource minière, tu peux mettre des éoliennes et mettre l'électricité. Allez, courant de Warom. On peut faire ça dans ces pays. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui? Ça ne coûte rien à l'État. Une garantie de 30 milliards permettra de satisfaire le peuple malien. Que chacun vienne
pour se doter du panneau solaire. Que l'EDM aussi va arrêter son délestage parce que comme elle n'est pas capable de fournir tout le monde, elle coupe à la Fiabou pour donner à Bangouni, elle coupe à Bangouni pour donner à Falaguet, elle va cesser de faire ça et finalement, elle va s'occuper seulement des usines et des gros bâtiments et l'énergie, les privés vont continuer, ceux qui ne veulent pas mettre les panneaux, ils vont continuer avec d'autres sociétés de fournisseurs d'énergie et ça va libéraliser et le peuple malien aura le choix de choisir l'entreprise qui fait la bonne offre et qui fait le bon prix. Cette libéralisation aujourd'hui, il faut oser la faire. Nous ne sommes pas un pays socialiste. Ces vieux-là nous ont menti que le Mali est un pays socialiste parce qu'ils rêvaient les vieilles lunes de Modibo Keïta. Non, nous ne sommes plus en 1960. Le Mali n'est pas un pays socialiste. Je vais aller vers la libéralisation du marché. Je vais aller vers la libéralisation du pouvoir d'achat. Je vais aller vers la libéralisation de l'emploi. Il faut libéraliser. Il faut donner le pouvoir d'achat aux Maliens. Il faut donner la possibilité aux jeunes Maliens d'étudier, de travailler. Il faut donner la possibilité aux jeunes Maliens que lorsqu'il n'a pas fait une étude, lorsqu'il a fait une étude, il peut trouver aussi sa part dans la construction citoyenne. On n'est jamais un bon citoyen quand on a faim. On n'est jamais un bon citoyen quand on ne peut pas se soigner, quand on ne peut pas se déplacer. C'est faux tout ça. Ils nous ont menti pendant 40 ans pour nous faire croire qu'il faut aimer un pays où il n'y a pas de justice. La réforme de la justice malienne, elle passe depuis le niveau de la police, depuis au niveau de l'interpellation, depuis au niveau de la plainte. Que lorsque vous venez déposer une plainte, que ça soit informatisé dans le circuit, dans les fichiers, que toi, depuis Kolokani, depuis Sikasso, tu peux consulter ton dossier en ligne et savoir quel jugement a été fait pour quel motif. À ce moment, le juge ne peut pas tricher. Le juge ne peut pas dire que tu as tort, alors qu'on sait très bien le motif de l'interpellation et le rendu du jugement. Que lorsque tu fais une interpellation à la cour d'assises, qu'on donne la possibilité que le jugement s'est fait en 3 mois et que lorsque un Malien se sent dans l'injustice, peut porter plainte contre le juge et que le juge peut être relevé sur le champ. Ça, il faut faire cette volonté politique, il faut oser aussi à ce niveau. La réforme de la justice passera par la justice elle-même. Professeur, vous l'avez dit, on ne peut pas faire du nouveau avec du vieux. Les hommes traditionnels maliens ont failli. Et aujourd'hui, il faut un changement. Et vous avez de bonnes idées, bien sûr, mais ça ne sert à rien d'avoir de bonnes idées si vous n'avez pas aussi les moyens, de les mettre en œuvre. Est-ce à dire que le professeur est aujourd'hui prêt à descendre vraiment sur le terrain politique? Vous savez, il n'y a pas véritablement de terrain politique au Mali. On ne fait pas de la politique au Mali. On fait, aujourd'hui, il faut le dire, on fait